un merveilleux symbole de l'évolution qui date de plusieurs millions d'années. Les spirales sont connectées avec nous. Il y a la spirale de l'ADN et on la retrouve partout dans la nature. C'est tout simplement un merveilleux symbole qui n'a pas besoin d'explication. Le mot est venu comme ça, Spiral Tribe. Ça s'est emboîté, et quand tu prononces les deux mots ensemble, tu comprends tout de suite ce que tu dois faire après. En 89, Margaret Thatcher est depuis 10 ans au pouvoir. Les jeunes Anglais abandonnent les boîtes de nuit aux tarifs prohibitifs pour organiser des raves autour de Londres sur un son nouveau, l'acid house. Ces soirées sauvages rassemblent jusqu'à 20 000 personnes, dansant plusieurs jours d'affilée grâce à une nouvelle drogue, l'ecstasy. Dès le début, Mark Harrison, le fondateur des Spiral Tribe, et son frère Xander sont conquis par cette culture. En observant la scène avec toutes ses couleurs, ses habits, tout ce rose, ces lumières colorées, ça nous a semblé mollasson. Nunus. Alors Debbie et moi, on en a reparlé cette semaine-là. Et on a pensé qu'on pouvait peut-être tout faire en noir et argent, tout repeindre. Avec une touche de doré. Ouais, avec une touche de doré. Et utiliser les lumières avec les peintures métalliques et noires. Avec des stroboscopes. On en avait toute une rangée et on a passé toute une semaine à peindre tous nos camions en noir. En noir mat. Et on a accroché les lumières sur toute la longueur des toits. Et puis on a fabriqué une immense tenture avec de grandes ailes en argent. Et le chiffre 23 dans une étoile. Ça en jetait. Ça avait vraiment de la gueule. C'était la même musique, les mêmes personnes qui sont venues. Et j'ai même vu les habituels gangs et la racaille se pointer. Mais il n'y a pas eu de problème, ils étaient trop occupés à danser. Ils ont adoré. En plein boom de l'acid house, Mark Harrison, alors graphiste dans une imprimerie, transforme le smiley en icône grimaçante. Squatteur dans les quartiers est de Londres, Mark vit chichement sous la menace permanente de l'expulsion. Avec son frère et ses deux nouvelles amies rêveuses, Debbie et Simone, il se met à organiser des soirées gratuites dans les squats. Bientôt, la tribu s'agrandit en intégrant des musiciens. C'est le moment que choisit Sébastien, alias 69DB, pour rejoindre les Spiral Tribe. Écossais d'origine, il est arrivé à Londres en 88 pour suivre des cours de batterie en école de musique. Quand j'étais avec mon groupe écossais Next Effect, on est parti squatter à Londres. Et on jouait dans le métro pour gagner de l'argent. À force de faire ça avec eux, j'ai appris à aller dans le métro tout seul avec ma guitare. Et après, j'ai atterri dans la tribu des Spiral. J'ai passé 10 ans à vivre libre sans gagner d'argent. Je ne voulais pas d'argent. Quand tu n'as besoin que de nourriture et d'essence, t'as pas besoin d'argent. Tu vis avec le minimum, c'est un peu comme chez les bouddhistes. C'est peut-être là qu'est la révolution. Si tu n'as besoin de rien, alors tu es dangereux pour le système. La seule manière de faire tomber le système, c'est de ne pas avoir besoin de ce qu'il a à t'offrir. En 91, la tribu des Spirales achète une sono de 4000 watts et un petit camion. Pour échapper à la répression des raves londoniennes, ils reprennent la route des festivals hippies tombés en désuétude depuis la fin des années 70. Avec Simon, on a fait un set de 24 heures. On avait gobé un truc très fort qu'un chimiste suisse nous avait donné. C'est pas que ça faisait tant d'effet, mais ça te gardait éveillé. T'étais dans le jus. Quand les circonstances s'y prêtent, c'est normal pour nous de faire des sets bien au-delà de 6 heures, pour ne pas dire 10 heures. En 92, à Castle Morton, la police arrête brutalement la fête. Alors que 30 000 personnes participent à cette rave party géante, l'Angleterre découvre ces hippies d'un nouveau genre. Les Spiral Tribe, considérés par les forces de l'ordre comme les organisateurs du rassemblement, sont arrêtés. Quand on a été arrêtés, on nous a confisqué tous nos camions avec nos affaires dedans. On n'avait plus que nos habits, plus d'argent, plus rien. On a campé devant le poste de police pendant une semaine. Ouais. Il n'y avait pas que nous à Castle Morton. Il y avait plein de sound systems. Il y avait une sorte d'effet boule de neige des sound systems qui faisaient la fête. On s'est fait gauler parce qu'on a attendu la toute fin pour arrêter le son. Comme on était les derniers à quitter les lieux, on s'est fait choper.
Entre 92 et 94, les Spiral Tribes font peur à l'Angleterre. La justice exhume une loi médiévale les accusant de conspiration en vue de créer un trouble à l'ordre public. Après 4 mois de procès, tous les accusés sont acquittés. Alors que les Spirals pensaient reprendre leur souffle, le gouvernement vote une loi liberticide, dirigée contre la musique techno et qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. De l'underground, les Spiral Tribes se voient alors proposer par le label de Cold Cut un contrat de 40 000 livres pour sortir leur premier album. C'était assez marrant. On a signé sur ce label et on nous a versé une avance. Tout l'argent annuel du label. Et puis on nous a laissés tout seuls dans le studio. On n'était qu'une bande de gamins à qui on avait donné les clés d'un studio. Heureusement que Simon était là, parce qu'il en connaissait un peu plus que nous. Mais le fait est qu'on nous avait laissés seuls dans ce studio. L'argent du label sur nous. Mais où était le producteur? Dès 92, la moitié des membres des Spiral Tribe, harcelés par la police, a quitté l'Angleterre pour le continent européen. Aux Pays-Bas et en Allemagne, ils découvrent une techno plus dure qui les convertit au hardcore. Une fois le procès terminé, tous les membres de la tribu élisent domicile à Berlin, sur la Potsdamer Platz, alors en chantier. À Berlin, les Spirals retrouvent la Mutoid Waste Company, la société des débris mutants, qui assure la déco à la Mad Max des free parties anglaises depuis 5 ans en recyclant des déchets automobiles et industriels. Les deux crews se mettent en route pour conquérir l'Europe en camion. En convoi, ils traversent la République tchèque et l'Autriche. Tu vis et tu travailles comme une tribu. C'était un sacré boulot. Mais chacun y a mis du sien. Certains s'occupaient de faire les courses, d'autres faisaient à manger, d'autres allaient chercher l'essence. Chacun trouvait sa place. Partir sur la route, créer ces espaces de liberté, développer l'esprit de communauté, le fait que tout le monde soit sur un pied d'égalité, ce côté égalitaire, c'est une expérience de reconnexion cosmique. On s'installait, on ouvrait les portes de l'armoire qui nous servait de studio, on se débarrassait d'un tas de merde que les gens avaient fourré par-dessus, on se mettait en place le plus rapidement possible, on remplissait le générateur, on allumait et on enregistrait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. Ma musique n'a jamais été une histoire de chanson de 3 minutes. C'est un talent remarquable de savoir faire une chanson de 3 minutes. Mais c'est pas la même chose que d'avoir le talent de guider quelqu'un pendant toute une nuit. En fait, je me retrouve mieux dans le côté mixtape. Je fais des disques, mais mon truc, ça a toujours été les mixtapes. Parce qu'avec les mixtapes, tu as 90 minutes pour faire ton improvisation. Dès 93, les Spiral Tribe installent les bureaux de leur label Network 23 à Paris. Jeff 23 y centralise la production de vinyle dont les morceaux ont été créés sur la route. Les Spies organisent alors des raves gratuites dans toute la France et créent le premier Technival européen à Beauvais. À l'entrée de leur soirée, ils font appel aux donations et vendent leurs mixtapes. Jusqu'à ce qu'on arrive à Paris, on n'avait quasiment pas d'argent. C'est quand on a commencé à faire des fêtes à Paris qu'on a vraiment décollé, qu'on a fait du fric. On a pu améliorer notre équipement, acheter de nouvelles lumières, de nouvelles sonos, et réinvestir dans le spectacle pour qu'il soit plus ambitieux, meilleur. Au milieu des 90s, les Spiral Tribes sont partout. En France, en Italie, en Espagne, en Hollande et jusqu'au pays de l'Est. Ils enracinent la culture des free parties sur le continent. Dans chaque pays, des sound systems locaux les imitent et adoptent leur mode de vie nomade, perpétuant la culture de la débrouille et du hardcore.
Pourtant, à partir de 96, le crew s'essouffle. Mark Harrison rentre en Angleterre où il crée un fanzine et bientôt chacun prend sa propre direction.